Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ici même dans Ça fait débat sur Télé Sud. Vous le savez, comme chaque vendredi en deuxième partie de soirée, merci de votre fidélité. Vous pouvez commenter l'actualité, je vous le rappelle à vous tous, et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à la commenter. Merci de votre réactivité sur Facebook, Ça fait débat, tout simplement, et puis sur Twitter, @CFDébat. Nous allons commenter, puisque c'est la dernière de la saison, avant de profiter de la période estivale, en vous souhaitant un bel été, d'entrée ici même, avant d'accueillir nos débatteurs, que des hommes autour du plateau, très peu de femmes. J'espère qu'en tous les cas, pour cette dernière, nous avons spécialement choisi ceux qui ont marqué en tout cas l'actualité de la saison. Et on démarre avec le Mali, l'intervention militaire et les élections. On s'arrêtera plus précisément sur l'intervention française. Était-elle nécessaire? Doit-on maintenir ces élections prochaines? Vous le savez, les élections qui se tiennent dans quelques jours. Et puis, qui a l'envergure pour gouverner le pays? Et puis la question qu'on pose ici dans Ça fait débat, le pays a-t-il un avenir politique, touristique, économique après les élections? Parce que ce n'est pas tout de régler les problèmes militaires. L'Égypte, vous le savez, la présidence de Morsi, est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Et puis qu'a-t-il fait, Morsi? Et certains vont bondir de leur siège, mais c'est aussi ça le débat dans Ça fait débat sur Télé Sud. Et puis le coup d'État, on en parlera ici. La crise politique à Madagascar ne cesse d'augmenter, en tous les cas tout doucement. Et puis nous, on s'arrêtera plus particulièrement sur la population qui vit 92%. Vous savez, 92%, c'est le seuil de pauvreté. Madagascar est-elle abandonnée? Et puis enfin, les femelles en Tunisie. C'est une première dans un pays arabe. Les femelles sont-elles allées trop loin en se déshabillant devant une mosquée? Servent-elles vraiment la cause féministe? Des seins nus, et après, on en parle. Et puis un coup de gueule et le coup de cœur, avant de retrouver dans la seconde partie de cette émission, l'ancien Premier ministre, il s'appelle Sidya Touré. On le retrouve tout à l'heure en deuxième partie de soirée, et puis de cette émission de Ça fait débat. Il sera avec nous tout à l'heure pour commenter l'actualité du pays, et puis surtout des élections présidentielle. Ça fait débat, c'est maintenant, et vous le connaissez la devise, en toute liberté d'expression. Bienvenue. Vous m'avez l'air sage, messieurs, non? C'est parce que c'est la dernière ou quoi? On est toujours ça. C'est la dernière de la saison, je vous le rappelle à tous, vous pouvez le commenter. Et je reçois tout de suite donc Rust, qui est rappeur engagé et qui est surtout le président de Banlieue Active. Bonsoir Rust. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, Très bien. Heureux de vous retrouver sur le plateau. Et puis de fermer aussi la saison. Absolument. Absolument. En face de Rust, nous avons Mourad, et non pas Morad, Mourad Zeghidi, la vedette, attention, s'il vous plaît, la vedette de Canal+. Il commente les matchs italiens, n'est-ce pas? Oui. Avec beaucoup de succès. Oui, on va dire, allez, c'est une des voix qui accompagne plutôt. Moi, en tout cas, je sais, je suis un footeux. Je suis un footeux, et je sais que dans tous les quartiers populaires, vous êtes une véritable star. Dans les quartiers populaires, on aime bien le football. Donc, effectivement, les voix qui accompagnent les matchs de foot ont une certaine notoriété. Allez, petite démonstration, allez, vas-y. On a le droit de se lâcher. J'ai pas d'image. Sabir, je ne sais pas s'il a des images, notre réalisateur, mais allez, comme ça. Allez, Rust, allez. Vous savez, l'un des matchs qui a marqué, c'est immodeste un peu de ma part, en Afrique, oui. il y a 13 ans, il y avait un France-Cameroun. Et Patrick Mboma, joueur du Cameroun, marque un but exceptionnel sur un ciseau retourné. Et un but fantastique, mais en pleine lucarne. Et là, je m'envole, je monte dans les tours et je dis oh, le ciseau retourné d'Mboma, féerique, magique, Patrick, magique Mboma. Et c'est resté Patrick Magique Mboma jusqu'au Cameroun 13 ans Jusqu'à après. encore maintenant. Voilà. Donc les Camerounais, pour les Camerounaises et les Camerounais qui nous regardent, vous savez d'où ça vient maintenant cette fameuse phrase? C'est Mourad Zeghidi. Voilà. Ça vient surtout du geste d'Mboma, qui était un geste magnifique. Le beau geste accompagné du beau commentaire de Mourad Zeghidi. À ses côtés, également, c'est un acteur redoutable du Parti Socialiste, il s'appelle Ali Soumaré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça te fait sourire quand je te dis redoutable acteur redoutable, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, en même temps, moi, je sais que tu es redouté dans le milieu du Parti Socialiste. Ah très bien. Bon, écoute, c'est ce qui se dit en même temps. Bon, allez, messieurs, on va commencer par ce premier sujet. Vous savez, le Mali, on l'a longuement traité ici même dans Ça fait débat. On l'a commenté, on l'a décrypté, on l'a y compris polémiqué. On va tenter d'apporter peut-être un éclairage, ou peut-être certainement de polémiquer, ou peut-être que vous-même, autour de ce plateau, vous trouvez que l'action, en tous les cas, l'intervention de militaires françaises était inutile. Mais ce que je vous propose, c'est de revenir. Plus particulièrement, on va s'attarder, vous savez, sur le sujet qui, à nos yeux, en tous les cas ici même dans Ça fait débat, représente, je dirais, l'actualité de la saison. Regardez cela et on commente tout de suite après.
Des candidats comme Thiébilé, Dramé et Agibou Koné avaient demandé le report de quelques semaines ou de quelques mois. Un report qui ne réglera en rien la situation de crise que traverse le pays, a déclaré l'actuel locataire du palais de Koulouba. Le président par intérim, qui était accompagné de son premier ministre, Django Sissoko, et du ministre de l'administration du territoire en charge de l'organisation de l'élection, a répondu que les imperfections évoquées pourraient être récompensées. Diokounda Traoré a appelé les différents candidats à un fair play, estimant que tout ne peut pas être parfait dans une élection. Nous avons eu nos moments de doute, mais mesurant à chaque fois ce que nous gagnions en allant aux élections et ce que nous perdrions en n'y allant pas, nous avons maintenu l'échéance du 28 juillet. Le report de quelques mois, comme préconisé par certains, ne règle pas certaines des questions techniques fort judicieuses qui ont été relevées et dont nous sommes conscients. Mais nous sommes sûrs qu'un dialogue bien mené entre vous et nous peut créer les conditions politiques pour que des élections apaisées et acceptées se déroulent sur l'ensemble de notre territoire, et parce que finalement, tous les candidats sont à égalité devant les insuffisances et les imperfections relevées et constatées ici et là. À Kidal, cohabitent désormais armées maliennes et rebelles touaregs, toujours aucun signe d'une prochaine élection, ce qui amène certains candidats à évoquer le non-respect de la loi électorale. Malgré ces véritables coups de canif dans le processus électoral, le gouvernement malien, poussé par la communauté internationale, veut organiser coûte que coûte les élections, une façon de remettre le plus rapidement possible au pouvoir au président élu et mettre fin à la transition actuelle. Allez messieurs, en tout cas, je vais vous poser cette première question. Surtout, vous pouvez y aller évidemment et commenter cette actualité. Première question, une intervention française est-elle nécessaire finalement? C'est vrai que moi-même je me pose les questions. Alors moi je m'accorde aussi de temps en temps à donner, y compris mon point de vue. Rust, Morad, Ali, qui veut prendre la parole? Rust. Sans langue de bois, et je sais que je vous connais vous ici, vous êtes là pour pratiquer, il faut dire les choses. Quand on fait le bilan, c'est vrai, quand on fait le bilan, on peut quand même regarder et observer, on se pose la question. Moi en tout cas, je me devais de la poser la question ici même. Mais vous avez raison, mais moi je suis intervenu sur plein de plateaux sur ce sujet parce qu'à un moment j'entendais tellement de conneries des uns et des autres là-dessus, des pseudo-spécialistes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique et qui ne connaissent absolument pas l'Afrique et qui se permettaient de dire des choses qui me révoltaient moi. Donc personnellement, sur le plan personnel, je pense qu'elle était nécessaire cette intervention. L'Afrique n'a jamais été une terre... On sent que vous voulez soutenir et accompagner comment dirais-je, toutes les déclarations qui ont été faites par François Hollande. Mais non, ça n'a aucun rapport. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Parce que j'avais dit certaines choses sur des plateaux et lorsqu'il a fait son discours après, il disait la même chose, entre guillemets. Et pourtant, on ne s'est pas concerté. Hein. Moi, j'ai dit les choses telles que je le pensais. Je pense que quand il est parti, d'ailleurs, en Afrique, il a eu ce discours. La France ne doit jamais oublier qu'il y avait des tirailleurs sénégalais, maliens, devant la scène pour libérer ce pays. Donc, à partir de ce moment-là, le jour où il y a le feu au lac chez nous, ça n'a rien à voir avec un retour au colonialisme comme ça a été fait, par exemple, en Libye. Ça n'a aucun rapport parce que les gens confondent, encore une fois, les situations qui n'ont aucun rapport. Donc, la Libye, ça a été la recolonisation de l'Afrique. Là, il était question des populations qui se faisaient massacrer au nom d'idéaux religieux, de pseudo-idéaux religieux, et là, c'était pas possible. L'Afrique n'a jamais été une terre, en tout cas l'Afrique noire, n'a jamais été une terre d'islam violent. Ça n'a jamais été ça. J'ai toujours connu, étant togolais, étant gamin, mon grand-père étant imam au Togo, j'ai côtoyé la religion musulmane, et c'est des gens qui transmettent l'amour, la paix, le respect de l'autre. Ça n'a jamais été, je n'ai jamais vu ce type de violence dans les écrits. Donc on a bien compris, vous condamnez ce type de violence. Donc vous dites que l'intervention militaire, elle est légitime. Elle était plus, mais c'est même pas qu'elle était légitime, elle était nécessaire. Impérative. Mourad Zeguidi. D'abord, on peut discuter après de l'intervention en elle-même. Je pense que, telle qu'elle est perçue, le côté colonial de l'intervention, par l'ensemble de l'opinion internationale, le côté colonial d'intervention française, elle apparaît plus au Mali qu'en Libye. Pour une raison simple. Laissez-moi terminer le raisonnement. Exactement. En Libye, non, mais je suis assez d'accord avec c'est une coalition de forces internationales. C'est une coalition de forces internationales qui est partie
en Libye, soi-disant, pour aider la rébellion libyenne contre Kadhafi. Ça s'est fait. International. Ben oui, puisque les armes étaient anglaises, avec sous commandement américain, le soutien américain, c'est David Cameron et Nicolas Sarkozy. Ça a été une violation. Non, mais il y a une raison. Non, juste je termine. C'est l'OTAN qui est intervenue en Libye. Ce n'est pas la France. La France a fait partie du commandement de l'OTAN et est intervenue. Alors qu'au contraire, au Mali, la France, d'une certaine façon, a essayé d'avoir le soutien de ses alliés, l'a eu du bout des lèvres, d'une certaine façon, mais on le voit, les Américains ne sont pas intervenus, si ce n'est par des systèmes d'écoute, par leurs drones, mais il n'y a pas eu un seul soldat américain qui est intervenu au Mali. Donc la légitimité française, elle peut être historique, si on veut. Il y a des liens très forts entre la France et le Mali, mais sur le plan du droit international, parce que c'est ce mot-là qu'il faut prononcer, Adil, est-ce qu'au regard du droit international, l'intervention de la France était légitime ? La question se pose pour le Mali. Je crois que là, surtout, il voulait se donner une bonne image, une bonne conscience quand même à François Hollande. Non, mais... Oh, je pense que si. Alors justement, ça fait débat. Moi, je suis... Ali Soumaré. Je suis évidemment d'accord avec Rost. Je crois que c'était légitime, nécessaire et même, je veux dire, imminent. C'était impératif sur le droit. Je comprends bien, vous n'allez pas vous mettre à dos François Hollande non plus. Non, parce que Chirac, il était contre la guerre en Irak. Il appartient à la machine. Chirac était contre la guerre en Irak et il se trouve que parce que j'étais de gauche, c'est pas parce que j'étais de gauche que j'ai dit le contraire de Chirac. Oui. Donc sur ces questions-là, sur les questions des guerres, je crois qu'il n'y a pas de jeu politicien ou autre. Effectivement, on a tous un bout entre guillemets de la réalité ou du contenu de ce qui s'est passé. En l'occurrence, pour m'y être déplacé il y a encore 3 semaines sur une tournée internationale au Mali, moi, les habitants, sauf à dire qu'ils nous ont dit ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais je crois pas, parce qu'on n'avait rien à leur donner, elle était non seulement légitime, il n'y avait aucune violation du droit international. On peut avoir un débat sur est-ce que c'est un... Vous considérez le Mali comme un territoire souverain? Non, mais à partir du moment où le droit international, c'est à partir du moment où l'ONU, en tout cas les organisations internationales, donnent un mandat... Est-ce qu'on est de égal à égal? Je ne crois pas, mon cher Ali. Parler de qui? On parle de ceux qui faisaient du narcotrafic, qui étaient en train de descendre... Vous parlez des Azawad, là. Non, moi je parle pas... Non, parce qu'il y a une alliance de fait. Le vrai problème au Mali... La preuve en est parce qu'il y a 2 séquences. Il y a 2 séquences, et ça, il faut être extrêmement vigilant et extrêmement pédagogue là-dessus. Il y a 2 séquences. Il y a la séquence Azawad, avec ceux qui revendiquent l'indépendance. D'ailleurs, la critique est formulée auprès de la France jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire pourquoi vous n'êtes pas rentré dans les territoires qui sont liés où il y a des gens de l'Azawad. Et la position de la France, elle est très claire, elle est de dire nous sommes venus parce qu'il y avait à un moment donné un problème, notamment par rapport à la menace islamiste, notamment par rapport à des gens qui violaient des femmes et des enfants, qui égorgeaient des personnes, qui coupaient des mains. On est intervenu par rapport à ça. Sur cette question-là, on vous laisse régler cette question-là. D'ailleurs, une partie des gens de l'Azawad disent aujourd'hui il ne faut pas aller à l'élection parce que justement, à un moment donné, nous, on a des questions qui sont pas réglées. Je peux faire l'avocat du diable. Allez-y, Mourad, allez-y. On coupe les mains en Arabie Saoudite. Pourquoi la France n'intervient pas? Mais parce que... Est-ce que c'est un pays qui a la même souveraineté que le Mali? C'est un pays qui est... Je suis provocateur à dessein, je fais exprès. Mais c'est pour ça que ça permet de répondre. C'est 2 pays souverains? Ça permet de répondre. Islamique. Exactement, voilà. Quel État islamique? L'Arabie Saoudite, c'est un État islamique. Le Mali, ce n'est pas un État islamique. Il y a des musulmans au Mali, mais c'est un État laïque. C'est la différence. Peu importe. Ce qui veut dire Mourad par là, c'est vrai que là on a affaire d'égal à égal. C'est comme... Non mais attendez, excusez-moi, la comparaison que je vais faire, elle est peut-être pas... En tout cas, elle mérite pas, en tous les cas, que je la place ici dans Ça fait débat, mais c'est comme Barack Obama qui se déplace au Sénégal et qui rencontre Macky Sall. À un moment donné, Macky Sall, il le tacle sur la question des homosexuels en Afrique. Donc, à un moment, je suis assez d'accord avec ce que dit Mourad. Non, je mélange pas tout. C'est vrai, non, mais il pose une vraie question. Mince, messieurs, il vous dit d'égal à égal, pays souverain qui s'adresse à un autre pays souverain. Je suis désolé, messieurs. Et là, on a le sentiment quand même, messieurs, et pardonnez-moi, et c'est vrai qu'il soulève une vraie question. On a le sentiment, bien que le Mali, il est encore c'est pas le bon exemple, un pays colonisé. C'est pas le bon exemple et c'est pas le bon contexte. Absolument. Pour la simple et bonne raison qu'au Mali, c'est un État laïque avec des règles et couper la main au Mali est interdit par la loi. Voilà. En Arabie Saoudite, il y a un État souverain qui a décidé à un moment donné, qui a décidé d'appliquer la charia. Au Mali, ce n'est pas le cas. C'est à l'armée, à l'État malien de le régler. Oui, mais il vous a pas échappé qu'il y avait un problème avec l'armée malienne et que l'armée malienne s'est fait déborder et qu'il était question à un moment donné. C'est d'ailleurs le Mali qui a demandé à la France la France n'est pas intervenue toute seule. Voilà. Ça, c'est le discours officiel. Non, mais ça, c'est le discours officiel. Ça, c'est le discours officiel, messieurs. C'est le discours officiel. C'est pas qu'un discours de Je me permets de vous en parler parce qu'ici, on l'a vraiment traité.
ici. Oui, le mais Mali. c'est pas pour autant que Donc c'est pas on a- pour autant qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser à débattre sur l'utilité de la guerre, alors que les populations, parce qu'on parle, il faut d'abord partir des populations. Moi, ça fait référence à un débat que j'avais tout à l'heure dans l'hémicycle à la région. Il y a évidemment ceux qui suggèrent la posture et qui disent la radicalité, mais qui ne la vivent pas. Et il y a ceux qui, à un moment donné, vivent dans ces réalités-là. Exactement. Et quand ceux qui vivent ces réalités-là vous disent on a besoin de vous, aidez-nous, parce que sinon on va pas s'en sortir, Bon. mais à un moment donné, on peut pas. Alors, on peut pas dernière question, messieurs, dernière question, parce qu'on est obligé un peu d'avancer dans Ça fait débat. C'est pas le seul sujet qui a retenu notre attention ici même. La question, doit-on maintenir les élections ou pas du tout? Alors, certains soulèvements se soulèvent déjà, ils disent non, surtout pas le 28 juillet, pas question de maintenir je pense que- les élections. Est-ce que vous considérez, vous, que les élections et le pays, surtout les Maliens, sont prêts à aller voter, à aller mettre, hop, le bulletin dans l'urne? C'est deux questions. Ali, Morad et Rost. Est-ce que le Mali est prêt? Ça, tout le monde s'accorde à dire, y compris les organisations internationales, mais le président malien, le premier, dans son discours, justement dans le reportage qu'on a vu, que tout n'était pas prêt. Ça, c'est vrai. On ne va pas nier cette réalité-là. Est-ce qu'il faut faire les élections au 28 juillet? Oui. Ouais, mais sans les Oui. cartes d'électeurs, pardonnez-moi, ça risque d'être difficile. Non, Pardonnez-moi, si, non. Mais si Tout les le Maliens monde- ne sont pas encore détendeurs de leurs cartes d'électeurs. Oui, mais sauf qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Il y si a on un- dépasse il y le a un cap couac là-dessus. du 28 juillet, on va avoir à un moment donné un nouveau soulèvement, un putsch ou autre, appelons-le comme on veut. L'objectif, c'est qu'il y ait une élection le 28 juillet et que la personne qui sera élue, la femme ou l'homme qui sera élu demain à partir du 28 juillet ou au deuxième tour de l'élection, ces personnes-là prennent en compte ces dimensions-là et se disent voilà, il y a un vrai travail à faire pour rassembler le Mali. L'élection du 28 juillet, c'est le début d'un processus. Oui. C'est le début d'un processus qui vise à unifier un pays et ce processus-là, moi je pose en hypothèse qu'il prendra quelques années à se mettre en œuvre. Mourad et ensuite Ross. La question qui se pose, elle est pas tellement d'ordre politique. Tout ce que vous dites là, évidemment, est tout à fait juste. C'est le problème logistique et organisationnel. Le risque à prendre à faire des élections dans 10 jours, quand les structures du pays ne sont pas prêtes, c'est que dès que les résultats apparaîtront, il va y avoir une flopée de contestations et une flopée de réclamations. C'est ce que dit le président. Mais je pense, alors évidemment, là on est dans l'extrapolation, vu la tension qu'il y a, vu, là, on va dire, ces sables mouvants, il est très possible qu'il y ait derrière une série de contestations des résultats du scrutin qui peut plonger le pays dans l'instabilité. C'est-à-dire que si ça se joue à 5000 voix près et qu'on se dit il y a eu trafic sur les cartes d'électeurs, sur le décompte, sur le scrutin, de plonger le pays dans une zone d'instabilité. Donc peut-être que la décision sage serait de le retarder, de se doter des moyens techniques de le faire. À ce second sujet consacré à l'Égypte. Rost, s'il vous plaît, en quelques mots, s'il vous plaît. Mais les deux raisonnements se tiennent. Le seul truc, c'est que pour reprendre les échanges avec la communauté internationale et ainsi de suite, il va falloir qu'il y ait des nouvelles institutions. Et ces institutions-là, elles ne penseront que leur légitimité ne passera pas que par les élections. Et si on retarde le truc, c'est encore le pays qu'on asphyxie encore plus. Et moi, c'est ce que je redoute. Mais attention quand même, faisons attention quand même pour la Libye. Oui. Ne mélangeons pas tout. La Libye et le Mali, ça n'a aucun rapport. Absolument, non, mais absolument. Non, parce que souvent les gens font l'amalgame et du coup, c'est confus dans leur tête et ils vous sortent des trucs. Je rencontre plein de gens avec qui on a des discussions là-dessus. Il faut absolument, messieurs, qu'on avance. On a un sujet qui va susciter chez vous peut-être à la fois une passion et puis une polémique, mais on va tenter quand même de comprendre. Un an après, que s'est-il passé en Égypte, messieurs? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a vraiment gouverné Morsi? Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud et on va commenter et réagir à cette actualité riche. Déterminé dans sa prière, cet homme s'imagine dans un cimetière où il rend hommage à des martyrs. L'objectif de ces funérailles symboliques est de dénoncer la fusillade lundi de la cinquantaine de pro-Morsi. Les partisans du président déchu restent convaincus que l'armée a tiré délibérément sur des manifestants qui étaient en prière. Il était 4 heures du matin et nous faisions la prière devant la caserne. Soudain, l'armée a avancé vers nous avec des troupes et des blindés. Ils ont d'abord tiré en l'air avec des bombes assourdissantes, puis ils nous ont encerclés et nous ont tiré dessus. L'armée de son côté assure que c'est bien les pro-Morsi qui ont lancé l'attaque en diffusant à l'appui plusieurs images. Par exemple, sur ces images, on voit des manifestants tirer en direction des forces de l'ordre. Conséquence de ces derniers événements, les autorités ont ordonné ce mercredi l'arrestation de Mohamed Badi,
le guide suprême des frères musulmans et d'autres responsables de la confrérie. La mise à exécution de ces mandats d'arrêt augmentera sans doute la colère des frères musulmans. La confrérie a déjà rejeté l'offre d'entrer au gouvernement proposée par le Premier ministre Hazem El-Biblaoui. Nous n'acceptons pas ce coup d'État militaire et ses conséquences. Et nous n'avons pas à commenter des décisions issues d'un régime illégitime. Mais le chef de l'armée, le général Al-Sisi, veut lui toujours croire à la réconciliation avec les frères musulmans et les appelle au calme. Nous demandons à tous les acteurs impliqués dans la vie politique et sociale de comprendre la gravité de la situation et de maintenir la paix civile à n'importe quel prix. Un message qui n'a aucune chance pour l'heure de passer chez les partisans des présidents déchus, déterminés dans leur résistance contre le nouveau pouvoir. Allez, on va tenter de comprendre comment se fait-il que le pays se retrouve dans cette situation, y compris dans un coup d'État, avec un grand point d'interrogation. Il n'est pas question ici de parler, enfin, il est question ici de parler d'un coup d'État. On l'a longuement commenté. Ah oui, absolument, c'est le lieu. Et en toute liberté d'expression, je le rappelle. Mais ma première question, Mourad, et tous les autres, s'il vous plaît. D'abord, qu'a-t-il fait, Morsi? Le président Morsi, est-ce qu'il a vraiment gouverné? Oui, bien sûr qu'il a gouverné. Morsi a tenté de gouverner. Morsi a très mal joué le coup. Morsi n'a pas cherché à unifier le pays, a essayé de passer en force par une déclaration constitutionnelle, par une modification de la Constitution qui lui donnait énormément de pouvoir. En même temps, le système politique en Égypte est un système présidentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Morsi a gagné les élections, il avait une certaine légitimité. La Chambre du Parlement lui était favorable, d'abord parce que le parti de la justice et de la liberté, l'émanation des frères musulmans, a remporté les élections, parce qu'il y a eu 7 millions de personnes qui ont voté pour les salafistes, donc il s'est senti les mains libres. Sauf que... En même temps, est-ce qu'il était le président des frères musulmans ou le président des Égyptiens? C'est la question que tout le monde se pose. Les Égyptiens, quand on voit pourquoi il y a eu toutes ces révoltes populaires... Que l'on peut se poser pour tous les pays. Je précise tout de suite, moi aussi, je me mouille, je n'ai aucune sympathie, ni pour Mohamed Morsi, ni pour les frères musulmans, ni pour les partis islamistes dans n'importe quel coin de la planète. Ça, c'est une chose. En revanche, dire que ce président était un incompétent, un sectaire, qu'il avait... probablement, et très certainement, quelques veillées un peu dictatoriales. C'est une chose. Que la rue égyptienne ait pu s'exprimer, puisqu'elle s'est exprimée. Absolument. Lorsque le 30 juin, on estime, entre 14 et 20 millions de personnes sont sorties dans la rue. Marée humaine. Ça a été une marée humaine qui, tant bien que mal, a pu exprimer sa volonté. Donc, il y a eu, médiatiquement, 80% des médias en Égypte étaient contre Morsi, contre l'Ikhwan al-Muslim et contre les frères musulmans. De là à basculer dans un coup d'État qui a caché son nom, mais qui est un coup d'État, toute la question là, pourquoi, juste pour une question, pour préciser, après on reviendra, parce que là, la question elle est sur Morsi, mais si l'armée avait exigé, puisqu'elle est forte, l'armée en Égypte, elle est incontournable, elle contrôle l'économie, elle a beaucoup de poids, et elle dit, Monsieur Morsi, aujourd'hui, une grande partie de la rue égyptienne est contre vous, préparez d'abord des élections anticipées. Pourquoi pas? Mais mieux encore, faisons un gouvernement d'union nationale. Là, elle aurait été légitime. Non, ils lui ont pas proposé le gouvernement. Alors, pas le gouvernement d'union nationale. Ils leur ont même mis un ultimatum. Mais on fait, justement, ça ne se propose pas en forme d'ultimatum. Profitez de la parole. Et ensuite, Ali Soumaré. Est-ce que les frères musulmans ont du poids? Est-ce que ça a été un bon choix? Est-ce que ça a été un échec ou une réussite pour eux, y compris pour Morsi? Non, mais la première chose, déjà, certes, il est arrivé de façon démocratique, mais il est arrivé avec une idéologie par rapport aux gens qui se disaient on s'est soulevé, donc le prochain qui va nous diriger comprendra qu'on veut être un peuple libre. Donc, ils ont voté dans cet état d'esprit. Il y a des gens qui ont été tués. Vous en savez beaucoup plus que les gens, parce que moi, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils ont voté. Quand on donne un vote, on donne un vote. Quand les gens se sont révoltés pour virer Moubarak, c'était pourquoi? La question, elle est très différente. Ça fait débat, ça fait un La situation, pour bien connaître, en Tunisie, elle est différente. Les frères musulmans, Ennahda, le parti religieux en Tunisie, n'a pas participé à la révolte.
Les frères musulmans en Égypte, juste je termine, les frères musulmans en Égypte ont fait partie des gens qui se sont soulevés contre Moubarak. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont récupéré la révolution. Non, mais c'est pour ça, à partir de ce moment-là, le peuple aspirait à quoi quand ils ont voulu virer un dictateur du truc? À bien manger, je peux vous dire, c'est d'abord la première aspiration. À bien manger, certes, mais aussi à une certaine liberté. C'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Donc, quand l'autre arrive et confisque justement la Constitution pour se faire le roi du pétrole, je suis désolé, à un moment, le peuple dit stop. Donc, bon, il n'a pas l'air d'accord, Morane, mais en tout cas, c'est bien. Il y a le peuple qui manifeste aujourd'hui, on en fait quoi? On peut toujours... Non, mais on peut toujours en débattre. En tout cas, on a bien vu qu'il y avait une division. L'Égypte est divisée en deux. Vous avez les frères musulmans d'un côté. Un renversement, on est d'accord. Militaire, certes, mais pourquoi à un moment, l'armée s'aligne aussi sur la population? Ils n'ont pas fait la révolution pour revivre exactement la même chose qu'auparavant. On est d'accord. Historique. L'armée en Égypte a soutenu 3 dictateurs. Je suis d'accord avec... Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat et Moubarak. Quand Moubarak est un général de l'armée, quand Sadat meurt, il prend le pouvoir en 81. De 81 jusqu'à 2011, l'armée soutient l'état d'urgence. L'Égypte a vécu avec un état d'urgence. Les libertés étaient confisquées. Donc l'armée n'est pas un parent. Ils ont peut-être compris aujourd'hui que le peuple ne veut plus de ça. C'est peut-être pour ça que le peuple s'est à mon avis, soulevé. les hautes instances là-bas, ils l'ont pas très bien compris. Il faut juste faire attention à une chose. Ali Soumaré, s'il vous plaît. Ne pas tomber dans la guerre civile. Moi, c'est ce qui m'inquiète justement, c'est la question. Avant de passer au troisième sujet, avant de passer à ce troisième sujet, qu'en représente finalement pour vous tous toutes ces manifestations, ces révoltes populaires, ce cri d'alarme? À vos yeux, vous êtes un acteur politique. Ça vous parle? Bien sûr, ça me parle, et je me garderais bien d'ailleurs d'avoir un avis définitif, d'abord parce que je connais pas bien l'Égypte, mais ce qu'on en observe effectivement, c'est qu'il y a eu un traumatisme par rapport à un régime précédent, et donc les gens n'ont pas voulu attendre. En même temps, c'est compliqué quand on est démocrate, et c'est là où je vous rejoins. Quand on est démocrate, on peut appeler ça qu'un coup d'État, et dans la mesure où à un moment donné, effectivement, il y avait une forme de sectarisme, ça on est d'accord. Il y a eu un ultimatum, d'incompétence même d'ailleurs, je me permettrais pas de le dire, mais le sectarisme, c'est visiblement avéré. J'ai le sentiment qu'il a envie de se faire taper, moi. L'ultimatum, effectivement, il a été posé. Est-ce qu'après, dans quel terme, chacun y va. Mais en tout cas, ça pose une vraie question. D'abord, il y a une inquiétude parce que c'est les populations qui vont trinquer dans cette affaire. À la fois les deux camps, les deux camps, parce que le niveau de vie, il n'augmentera pas en Égypte pour autant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans 2 ans, une fois qu'on a un autre régime en place... Je vais être un peu polémiste. Est-ce que l'Égypte ne va pas ressembler à l'Algérie des années 85, 90, 95 ? Allez, est-ce que c'est pas un scénario auquel s'oriente l'Égypte? Je pose la question. C'est possible. Et ce que disait Ross, c'est la crainte de nous tous. Moi, j'étais en Égypte au mois d'octobre dernier. La crainte de la guerre civile, elle est terrible. Pourquoi? D'abord parce que aucune sympathie pour les frères musulmans, mais ils ont gagné les élections. 2, est-ce que l'armée au pouvoir, est-ce que l'armée au pouvoir résout le problème de l'islamisme en étant au pouvoir avec une coalition en plus très hétéroclite? Pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon, ils ont annoncé des élections. Très bien, a priori, mars 2014. Faisons un peu de politique. En mars 2014, les frères musulmans se représentent. Ils gagnent. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va refaire un coup d'État militaire? C'est pas possible. Ou alors, il y a un accord et un consensus, mais qui aujourd'hui est très loin d'exister en Égypte, de dire on interdit les frères musulmans. Mais vous ne pouvez pas interdire un parti dont qui n'était même pas le président, d'ailleurs c'est le candidat par défaut, mais ça c'est un autre débat. Allez. Morsi a fait 52% aux élections. Et on passe au troisième sujet, s'il vous plaît. La seule hypothèse, mais elle est petite, la seule hypothèse, c'est que finalement, ce coup d'État permet de se dire... on a déserté à un moment donné le terrain des urnes pour une partie des gens et on a laissé les frères musulmans, un peu comme toute parti extrême dans un pays, on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que là, pour le coup, on prenne beaucoup plus au sérieux cette question-là et qu'il y ait des partis politiques en dehors de tout extrême. Hein. C'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de... Les frères musulmans en Égypte ne sont pas un parti extrême, c'est un parti qui est aujourd'hui le premier acteur social en Égypte. Ils tiennent un tiers des hôpitaux en Égypte et ils ont un système parallèle. C'est comme le Hezbollah au Liban. Le problème, il n'est pas perçu comme extrême. Moi, c'est ma perception, mais peut-être je me trompe. Mais le vrai souci, il est là. C'est que pendant qu'il y avait Moubarak au pouvoir, les frères musulmans ont nourri les populations. Donc c'est juste une reconnaissance aujourd'hui de ce qu'ils leur ont apporté pendant ce temps-là. Par contre, le seul truc, j'espère que quand bien même il y a des élections en mars 2014, quel que soit le candidat, si c'est un frère musulman qui repasse, qu'il note quand même que
Les populations Absolument. ne peuvent plus fonctionner, le pays ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait avant. Et qu'il faut qu'ils prennent en compte l'ensemble de la population. Je crois que c'est un peu le cas avec Mansour, il l'a dit, hein, Mansour. Donc, Adli Mansour, c'est ce qu'il a dit, hein, en tous les cas. C'est ce qu'il a laissé entendre à la population égyptienne. Allez, on va passer à ce troisième sujet. S'il vous plaît, on est très en retard, très à la bourre. Troisième sujet, on va parler de la crise politique à Madagascar. Et puis surtout, alors je vais devoir passer le sujet qu'on devait commenter, mais tout de suite, je vous pose cette première question. 92% de la population vit au-dessus du seuil de pauvreté. Madagascar est-elle abandonnée, messieurs? C'est la question qu'on se pose. Oui, en dessous, oui. Mais ma question, est-ce que Madagascar, elle n'est pas tout simplement abandonnée? Parce que quand on voit la situation politique, elle est chaotique. Allez. Je me permets un parallèle, pour le coup, pour connaître un peu plus Madagascar que l'Égypte. Madagascar, Mali, même combat. Quand je dis Mali, même combat, c'est-à-dire que le Mali, le coup d'État était un révélateur. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y avait une crise politique, une crise des institutions qui faisait que le pays est en train de couler. Madagascar, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'armée qui a fait un coup d'État, il n'y a pas la violence qu'on a pu voir, il n'y a pas les islamistes qu'on a pu voir. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces candidatures alors? Comment? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces candidatures? Au moins, qu'est-ce que vous hein. pensez de toutes ces candidatures? 21 au moins. Est-ce que d'abord elles sont légitimes pour accéder à la présidence ou pas du tout? Une candidature, par définition, à partir du moment où elle remplit des critères, elle est légitime. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à la rendre inéligible. En revanche, le discours politique aujourd'hui n'est pas... En tout cas, le discours politique n'est pas à la hauteur de l'enjeu au niveau de Madagascar, à savoir une classe politique encore extrêmement faible, des institutions très faibles, et une prise de conscience qui n'est pas là. Morad, s'il vous plaît, et enfin Rost. Le problème, toujours, quand on voit ces chiffres, c'est on se dit, est-ce qu'il vaut mieux que ce pays vive sous perfusion internationale avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, c'est-à-dire avec, comme disait Ali, une classe politique corrompue qui risque de pomper dans les aides internationales ou dans les aides européennes ou dans les aides françaises pour s'enrichir elle-même et ne pas en faire profiter le pays, ou plutôt que de compter justement sur les forces économiques, sur les forces politiques qui sont en place, parce qu'elles ont la clé de la solution. Un pays comme Madagascar, avec ce niveau de vie, ça dénote d'une classe politique vermoulue, corrompue, très clairement, et qui s'enrichit sur le dos de la population. Rost, en quelques secondes, s'il vous plaît. De toute façon, la crise il y a eu des soulèvements en 2009. Il y a eu des émeutes, la situation n'a pas changé. Aujourd'hui, en plus, il y a une réduction. D'ailleurs, il y a eu la conférence de la Banque mondiale il n'y a pas très longtemps qui parlait du taux de pauvreté et une réduction de 30% des aides internationales et qui asphyxie les populations. Alors qu'il disait qu'il pourrait y avoir une progression de 5% par an si la crise politique était résolue et que les populations pourraient revivre correctement. Allez messieurs, avant de retrouver de la deuxième partie de cette émission, Ça fait débat, notre invité, l'ancien Premier ministre de 96 à 99, il s'agit là de l'ancien Premier ministre guinéen, il sera ici même sur ce plateau pour commenter l'actualité. Messieurs, dernier sujet, je veux parler des Femen. C'est une première dans un pays arabe, les Femen, le phénomène Femen en Tunisie. Mais ce que je vous propose tout de suite rapidement, avant de commenter le sujet, c'est de regarder ces images. Regardez, et on se retrouve tout de suite après. Alors effectivement, en tout début de cette émission, j'avais précisé que c'était devant une mosquée. Effectivement, il y a eu des Femen qui ont manifesté devant une mosquée, puis après devant le tribunal. Vous m'arrêtez si je me trompe, tribunal donc en Tunisie, puis ensuite après à Mina avec tout l'épisode qu'on lui connaît, devant le cimetière, et puis ensuite une série d'épisodes. Messieurs, première question, des seins nus et après. Est-ce que ça fait avancer le débat, justement? Et y compris en Tunisie, on connaît quand même pays musulman avec des valeurs, etc. Il l'a rappelé quand même, le président. Alors, c'est un débat philosophique. Est-ce que montrer ses seins, ça va à l'encontre d'une valeur? C'est un débat en lui-même, déjà. Alors, ma question, je la poserai autrement. Est-ce que les Femen sont-elles tout simplement allées trop loin en se déshabillant devant le tribunal? Non, mais... Il faut lire chez nos amis de Charlie Hebdo l'interview des deux Femen qui étaient arrêtés là, dont on voit les images, la française et l'allemande. Vous lisez pas beaucoup Charlie Hebdo, moi je lis de temps en temps, je suis ouvert à toutes les... ça fait partie de l'ADN de ce mouvement, qui est un mouvement à l'origine respectable, en tout cas en Europe de l'Est, parce qu'il est allé contre, on va dire,
une certaine hégémonie de l'Église qui elle-même était, on va dire, contrôlée par, que ce soit en Ukraine ou en Russie, par les gouvernements en place. Alors, est-ce que c'est ça la cause féministe? Alors, il y a un contexte en Tunisie, il faut le comprendre. Il y a un contexte de pression politique et sociale sur les femmes. Et il y a un contexte, notamment, qui fait que il y a eu un début de remise en cause du statut très privilégié qu'ont les femmes, unique même dans le monde arabo-musulman, qu'ont les femmes. Même si, même au sein du parti religieux Ennahda, aujourd'hui, ça avance très doucement parce que le statut de la femme en Tunisie traverse les clivages. Le droit au divorce, à l'avortement, même les femmes qui sont au sein d'Ennahda ne le remettent pas en cause. Mais il y a quand même une certaine, ce qu'on a appelé en Tunisie, une salafisation des mentalités, mais qui monte petitement, on va dire. Les Femmes à travers Amina Sboui, donc cette jeune fille de 19 ans, qui, la première, a osé montrer ses seins, qu'elle est complètement tunisienne et qui a été arrêtée. Pour des raisons qui juridiquement ne tiennent pas trop la route. Oui, est-ce que ça fait c'est un symbole fort. C'est un symbole fort. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec les Femmes, le mouvement Femmes international, pour bien connaître le mouvement associatif en Tunisie, il y a des associations féministes, notamment la plus connue d'entre elles, l'association des femmes démocrates, ce qu'on appelle la TFD, qui est très puissante, qui se mouille, qui se bat tous les jours, qui va sur le terrain à se battre contre Ennahda, contre les salafistes, mais qui n'a pas du tout travaillé avec les Femmes. Lorsque vous venez dans un pays, même si vous êtes un peu libertaire, vous ne voulez pas fonctionner en sectaire, vous ne voulez pas fonctionner de façon organisée, c'eût été plus intelligent de travailler avec les formations qui sont là-bas, qui se battent au quotidien pour la femme tunisienne, pour les étudiantes. C'est un peu loupé pour cette association. Je crois qu'elles ont loupé le coche, justement, parce que là, on voit quand même, elles sont omniprésentes, y compris médiatiquement. Ali Soumaré, et ensuite Rust. Le débat là-dessus, sur l'utilité, c'est pareil, c'est comme la légitimité en politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur contester, c'est un mouvement, ils décident de se mettre seins nus, je veux dire, c'est leur sensibilité. En revanche, effectivement, est-ce que la limite, elle est franchie ou pas? Moi, par rapport à ma propre sensibilité, quand on va dans des cimetières, quand on va dans des mosquées ou dans des lieux de culte Ils ne sont pas allés dans des mosquées. Amina Sboui n'est pas allée dans des mosquées. Si, elles sont allées devant la mosquée. Si, effectivement, la mosquée. Si, vrai ou pas vrai. En tout cas, notamment au cimetière, voilà, je pense qu'il y a des endroits où, à un moment donné, on ne peut pas aller sur la légitimité à partir du moment où ils pensent que... D'ailleurs, ils font avancer le débat. La preuve, c'est qu'on en parle. Allez, Rust, et enfin, on va devoir conclure. Non, mais moi, je suis très partagé sur les actions qu'elle mène. Sur le fond, je suis d'accord, mais sur la forme, je suis absolument pas d'accord. Quand je l'ai vu la dernière fois, même là, quand ils sont rentrés seins nus à Notre-Dame, les lieux de culte, ça doit rester, voilà, un endroit... mais où on ne doit pas faire ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est... Voilà. Donc, là-dessus, je suis absolument pas d'accord. Après, sur le fond du truc, de montrer ses seins, si elles ont envie de montrer leurs seins, si elles ont des beaux seins, il y a des gens qui vont regarder, puis voilà, quoi. Mais, je vais dire... Bon, non, mais je vais dire, voilà, ça a quand même le mérite de soulever le débat. Ça, c'est vrai, mais je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure méthode. Ils ont bien précisé leur mouvement de solidarité avec Amina Sboui, c'est qu'Amina Sboui, pour avoir montré ses seins au début sur Internet, risquait une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans et demi. Et ça, c'est excessif dans un pays où on a laissé des salafistes brûler une ambassade et qu'ils en sont sortis avec 20 € d'amende. Donc voilà le... Allez, merci messieurs, nous sommes très très en retard. Malheureusement, le coup de gueule et le coup de cœur sautent. Je pense que vous allez m'en vouloir. Ah bah, bravo. Bravo, exactement. Bravo, surtout que moi j'avais un coup de cœur qui était énorme. Bravo. Alors, en 5 secondes. Allez, en 5 secondes, on est parti récemment en Palestine et en Israël avec une délégation et pour travailler justement sur le conflit israélo-palestinien. Et je peux vous dire que la situation israélo-palestinienne est bien plus complexe que les médias nous le passent ici et je pense qu'on a l'esprit peut-être un peu trop conditionnés les uns et les autres dans ce cadre-là. Et ça a été vraiment un coup de cœur parce qu'on est revenu avec énormément de richesse. Donc, ça a été formateur. Et ça a été plus que formateur et j'espère vraiment qu'on va pouvoir renouer le dialogue entre les communautés juives et les communautés musulmanes de France. Je pense que c'était une belle conclusion, messieurs. On est d'accord? C'était une belle conclusion, formidable. En tout cas, merci à vous. On peut vous applaudir. Moi, en tout cas, je vous applaudis bien fort. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Merci Mourad Tout le plaisir était pour moi. On vous retrouve la saison prochaine. Mourad. Oui, Mourad. La saison prochaine sur Canal, toujours. Même rendez-vous. Tout à fait. Pour suivre les grands matchs européens. Oh, attention, pop, c'est Mourad. Ali Soumaré, bonnes vacances et à la rentrée. Merci. Il n'y a pas beaucoup de vacances, mais à la rentrée. Rust, on vous retrouve aussi à la rentrée? À la rentrée, sur LCI.
et puis de temps en temps, quand même. De temps en temps aussi, oui. Allez, absolument. en tout cas, ici même dans Ça fait débat. Merci, messieurs. Je vous souhaite en tout cas un bel été. On va retrouver, vous savez, notre deuxième invité qu'on a enregistré il y a peu de temps, puisque c'était lors de son passage. On a profité de son passage ici même à Paris. Moi, je vous souhaite un très bel été, tout d'abord, de très bonnes vacances. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe technique ici qui nous ont réalisé et puis qui ont suivi toute cette émission pour que tout cela soit d'abord un beau chef-d'œuvre, ici même dans Ça fait débat sur Télésud. Merci à tous. Je ne veux pas les citer, mais en tous les cas, on les verra sur le générique. Merci à vous tous, en tout cas, de votre contribution. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir suivi ce grand rendez-vous. Ça fait débat, on se retrouve désormais, non pas vendredi en deuxième partie de soirée, je vous l'annonce, puisque la direction nous l'a annoncé, mais jeudi en prime time, donc ça veut dire en première partie de soirée. Voilà, merci à vous tous. Donc jeudi à la rentrée et on retrouve Sidya Touré. Notre rendez-vous, c'est le président de l'UFR et il est l'ancien Premier ministre de 96 à 99. C'est notre deuxième partie de cette émission. C'est notre rendez-vous à la semaine prochaine, en tout cas plutôt à la rentrée. Et puis tout de suite, Sidya Touré pour notre rendez-vous invité. Eh bien, bienvenue à tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver ici même dans Ça fait débat. Merci de votre fidélité, merci de commenter, de réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter c'est FDébat. Notre invité dans Ça fait débat. Eh bien, nous recevons aujourd'hui dans Ça fait débat le président de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Il s'appelle Sidya Touré. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et vous êtes également l'ancien Premier ministre de Guinée. C'est cela. Beaucoup de choses à dire, en tout cas, monsieur le président de l'Union des forces républicaines. Un parti politique qui existe depuis 1992. Exact. On est d'accord. Qui, clairement, se place dans l'opposition au président guinéen, Condé. Oui. On est d'accord. Absolument. Jusqu'ici, ça n'a pas évolué. Non. Très bien. Alors, avant de parler de la situation du pays, de la Guinée, Monsieur Touré, je voudrais vous poser cette première question. Vous êtes de passage à Paris et vous avez assisté à une conférence qui s'intitule « Répondre aux défis de la fragilité et de la sécurité en Afrique de l'Ouest ». Comment s'est passé, comment s'est déroulée votre conférence ? Bien, je peux dire, parce que c'est une sorte de réflexion qui a été demandée à un certain nombre de personnes. Une conférence organisée avec l'Assemblée nationale, le ministère de la Défense, mais surtout sous l'égide de la Banque mondiale. Ça va déboucher sur quelque chose, vous pensez ? Disons, ça débouchera sur quelques recommandations. On a sélectionné un certain nombre de personnes qui devaient venir s'exprimer sur un sujet d'actualité, à savoir pourquoi, tout d'un coup, en Afrique de l'Ouest, tout commence à flamber. Et après, donc, le Mali, le Niger, est-ce qu'il y a des risques pour que d'autres pays soient dans la même situation ? Par rapport à votre connaissance du milieu et à l'anticipation que vous pouvez en faire, que pensez-vous de cette situation? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Justement, dites-vous que vous êtes un visionnaire. Quel est votre regard dans les années à venir, justement, si vous tirez les leçons de cette conférence? La situation ne va pas très bien dans l'Afrique de l'Ouest. Elle ne va pas très bien parce que nous avons eu des hormis la Côte d'Ivoire, qui elle connaît une croissance. On a eu des gouvernances assez mauvaises. Je crois que c'est ça la réalité. On s'est endormi sur le cas malien, par exemple, en croyant qu'on avait une démocratie, mais c'était un ersatz de démocratie. Quand vous faites en sorte que vous faites disparaître une opposition dans un pays et qu'on se met dans un semblant de consensus, c'est alimenté par l'argent, par la corruption. Vous êtes proche de Ouattara? Oui. Du Sénégal, pas du tout? Du Sénégal, c'est-à-dire? Vous avez tissé des liens avec eux récemment, par exemple Macky Sall? Non, je connais Macky Sall depuis longtemps, donc on a également des liens et nous sommes tous des libéraux, donc nous nous retrouvons à l'international libéral. Bon, parlons de la Guinée. Oui. Si vous permettez, Sidya Touré. Vous, on va parler, y compris de votre statut de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Quel sens donnez-vous, avant de parler de la Guinée, mais à la tournée africaine de Barack Obama, le président des États-Unis? Est-ce qu'elle a un sens, cette tournée? Est-ce qu'il n'a pas pris du retard, justement? Pas un problème de retard, parce que je pense que normalement... Il arrive trop tard, quand même. Aux États-Unis, quand vous êtes dans un premier mandat et que vous devez en demander un second, vous faites attention à ce que vous faites. Les électeurs, ils n'étaient pas en Afrique. Monsieur Touré, il a tardé. Par rapport à qui? Si c'est par rapport aux Chinois, par rapport à... Non, les Chinois n'ont pas besoin de se faire élire, les choses sont plus simples. Lui, il a besoin de son électorat. Il doit rattraper son retard, selon vous?
Non, il n'a pas besoin de rattraper un quelconque retard. Si vous regardez aujourd'hui les investissements directs américains par rapport aux Chinois, les Américains sont encore bien au devant quand vous comptez le Millennium Challenge et autres. Mais nous, les Africains, on aime bien les choses directives comme les Chinois nous le servent, à savoir, quand vous voulez une route, on vous fait une route, on ne cherche pas à savoir quels sont les ouvriers qui y travaillent, comment c'est financé. Non, je crois que ce sont des choses sur lesquelles on devra beaucoup réfléchir par la suite. Les Américains fonctionnent selon leur propre calendrier. Obama avait besoin de gagner son second mandat avant de commencer à parler avec les États où il n'a pas C'était important pour lui de se déplacer à la fois au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie. C'est un choix judicieux. J'estime que si Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? En général, dans un pays comme les États-Unis, ce n'est pas le président qui fait ce choix. Il y a toujours toute une série de choses qui s'organisent autour et on détermine comment cela va se faire. Bien sûr, la dernière réponse lui appartient, mais c'est que ça a été prévu. Je pense qu'il aurait bien pu aller ailleurs, notamment au Kenya. Par exemple? Au Kenya, mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a le problème de la Cour pénale internationale, et ainsi de suite. Voilà. Vous regardez peut-être qu'il aurait pu faire une étape aussi en Guinée? Non, sûrement pas. Je ne pense pas que c'est le moment. Vous ne pensez pas que c'est le moment? Non, nous, on n'a pas d'électricité déjà. Quel est le moment? Quand il y aura un peu plus de démocratie et que nous serons beaucoup mieux ancrés, disons, à l'évolution de cette région ouest africaine, ce n'est pas le cas pour le moment. On a l'impression que l'opposition a gagné un peu toutes ces séries de manifestations de rue. Vous savez, on a suivi ici même, ça fait débat, l'actualité en Guinée. D'accord? Est-ce que l'opposition a gagné les manifestations? Honnêtement, j'aurais souhaité qu'on évite ces manifestations. Ce n'était pas nécessaire. Nous avons dû les faire parce que le gouvernement n'a pas accepté d'avoir un dialogue avec nous. Si on avait eu ce dialogue, il n'y aurait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu tous ces morts qu'on a déplorés. Donc c'est vrai que nous avons avancé, mais on aurait pu avancer sans cela. Voilà. Est-ce qu'il y a une leçon de tirer de toutes ces manifestations, y compris des morts et puis des blessés? Oui, on a tiré une leçon, c'est que cela devenait suffisamment violent. Non pas parce que les manifestants étaient violents au départ, mais parce que les forces de l'ordre n'arrivaient pas à se retenir. Et petit à petit, les manifestations ont commencé à déraper et cela a commencé à prendre un caractère communautaire. Vous avez le sentiment que les revendications que vous avez fait prévaloir ont été entendues par le gouvernement en place, par le président? Le dialogue actuellement qui est en cours tend à faire en sorte que ces revendications soient entendues. Mais je n'ai pas terminé sur quelque chose, c'est que ces manifestations ont commencé à déraper dans des manifestations, dans des affrontements communautaires, et cela a été, moi personnellement je l'ai déploré, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté moi-même de participer à ces manifestations. Et elles sont arrêtées de sitôt parce que nous avons réellement autre chose à faire. Et je crois que la raison est revenue, nous commençons le dialogue, j'espère que ça va aboutir. Le dialogue, vous l'avez entamé depuis longtemps maintenant? Depuis le 5 de ce mois, avec Saïd Djinnit, l'envoyé spécial. L'envoyé spécial. Voilà, et nous avons eu un premier round, on a eu quelques résultats. Il y a eu maintenant les violences qu'on a connues le 19 du mois de juin contre un leader de l'opposition. J'estime qu'on a eu une suspension. Nous allons reprendre probablement la semaine prochaine avec quelques garanties. Alors, je vais être un peu provocateur. Vous dites, mais je dis encore une fois que vous avez un gouvernement en manque d'ambition et de programme et constitué de personnes sans volonté qui fait preuve d'amateurisme et d'incompétence. Vous persistez? Absolument. C'est ma vision de l'équipe gouvernementale en Guinée, de l'administration telle que c'est géré, et les résultats qu'ils ont obtenus ces derniers temps, c'est une confirmation de cette affirmation. Mais comment doit se placer la Guinée alors selon vous? C'est-à-dire? Eh bien, je vous pose clairement la question. La Guinée n'arrive pas à décoller. Voilà, donc vous êtes d'accord avec moi que ce que je dis est conforme au fait que la Guinée décolle pas? Je dis pas que je suis d'accord ou pas. Non, voilà. Monsieur Touré, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas. Je m'adresse simplement à vous, puisque vous connaissez la situation. Absolument. Qu'est-ce que, selon vous... Qu'est-ce qui devrait changer? Écoutez, j'ai été Premier ministre en Guinée en 1996. Ce qu'on a changé, c'est quoi? Nous avons fait des réformes structurelles profondes, notamment qui tendent à améliorer l'environnement des affaires dans le pays. Nous avons fait des réformes tendant à également faire un cadrage macroéconomique qui nous a permis de renouer avec la communauté internationale. Nous avons facilité l'investissement public. Nous avons obtenu des résultats probants, notamment un taux d'inflation inférieur à 2% et des financements extérieurs
importants. Nous avions fait des infrastructures d'électricité, d'eau qui fonctionnaient. Oui, c'est tout ça qu'il faut faire pour qu'un pays puisse aller de l'avant. Alors, on va aller un peu plus dans le concret. On va tâcher d'être un peu plus pragmatique. Monsieur Touré, par exemple, le tissu social du pays, il est divisé entre les différentes communautés. Oui. Je ne vous l'apprends pas. Des tensions sociales et politiques qui sont toujours présentes. Oui. Et vous dites en même temps, vous craignez le pire. C'est quoi le pire? Le pire, c'est que, comme je le disais tantôt concernant les manifestations, que quelqu'un ne récupère cela un jour et n'alimente, disons, une déflagration de style un peu ethnique. Ça, c'est vraiment ma plus grande crainte. Et je crois que le gouvernement doit faire en sorte que le consensus soit retrouvé le plus rapidement possible en mettant les gens ensemble, comme nous l'avons fait dans le cadre de ce dialogue, mais au sortir de ce dialogue aussi, de parler à tout un chacun pour que les Guinéens se sentent tous sécurisés dans leur propre pays. Tous. Mais le président Condé, vous avez eu une discussion récemment avec lui? Souvent, je discute avec lui. Souvent? Oui. Qu'est-ce qu'il se dit, par exemple? Sur quoi? Sur la situation, par exemple? Non, nous ne sommes pas d'accord peut-être sur la manière dont les problèmes sont posés et les solutions qu'il faut y apporter. Peut-être que si, on est d'accord sur la solution, mais la procédure, nous n'y arrivons pas de la même manière. Vous avez le sentiment qu'il vous écoute? Non, je ne suis pas le conseiller de M. Condé. Donc nous discutons parce que nous sommes des hommes politiques quand cela est nécessaire. Je dis mon point de vue. Je pense que ce point de vue n'est pas forcément ce qui est partagé. Parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait à prendre les questions de manière différente. Comment se porte aujourd'hui votre opposition? Elle a encore du poids? Mais elle a tout le poids. L'opposition en Guinée représente une majorité des Guinéens. Nous avons... Vous dites en même temps, nous pourrons largement remporter la majorité pendant les élections. Absolument. Cette opposition est composée de partis importants qui, au premier tour de l'élection présidentielle, n'oubliez pas, il y a celui qui est arrivé premier au premier tour, il y a moi qui suis arrivé troisième, il y a celui qui est arrivé quatrième, celui qui est arrivé cinquième. Donc nous avons effectivement dans l'opposition aujourd'hui l'essentiel des partis politiques qui comptent dans le pays. Monsieur Sidya Touré, on aimerait comprendre, dans Ça fait débat, qu'est-ce qui coince selon vous pour que ces élections puissent déboucher sur des choses, puissent avancer, puisque la Guinée avance? Non, la Guinée avance et les élections avancent, c'est deux choses différentes. Les élections avancent, c'est que nous avions un fichier électoral à l'élection présidentielle qu'on a voulu mettre de côté pour en créer un nouveau. Mais le problème, c'était déjà le fait d'en créer un nouveau. Qu'est-ce qui coince alors? Mais non, le vouloir créer un fichier nouveau, c'était un problème. Mais le vouloir créer sans la participation de l'opposition, c'est encore un problème plus gros. Nous avons refusé ce fichier parce que nous estimons que tel qu'il était élaboré, il y avait des possibilités de fraude à l'intérieur. Ce qui coince aujourd'hui et qu'on essaie de résoudre, c'est qu'avec la communauté internationale, nous allons aller un peu plus au fond des choses et vérifier si le fichier électoral qu'on nous propose est conforme à celui qui correspond à la population guinéenne. Alors, maintenant, pourquoi le pays lui-même ne marche pas? Ça, c'est une autre Vous le dites d'ailleurs vous-même. Vous le dites, la situation ne bouge pas. Oui, ça ne bouge pas. Elle perdure, vous le dites, c'est votre déclaration. Parce que tout simplement, le gouvernement aujourd'hui n'a pas les politiques qu'il faut Monsieur Touré, pour aller de l'avant. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment avoir trouvé des solutions? Ou avoir en tout cas esquissé toutes les solutions selon vous? Les solutions sont simples, elles sont connues. C'est un problème de gouvernance. Un simple problème de gouvernance. J'ai passé l'essentiel de ma vie. Ça se traduit par quoi, l'essentiel de ma vie à travailler dans ce cadre-là. Ça se traduit par la recherche d'un consensus national dans le pays pour que tout le monde regarde un peu dans la même direction. Ça se traduit par y introduire un minimum de démocratie pour que vous puissiez permettre aux gens de se sentir un peu mieux. Ça permet d'avoir des politiques saines en matière d'environnement des affaires, de la justice, ainsi de suite. Ça permet d'encourager les investissements. Cela crée de l'emploi, cela crée de la richesse. C'est comme ça qu'un pays avance. Mais dans le cas de la Guinée aujourd'hui, l'essentiel des compagnies minières, Rio Tinto, BHP Billiton, Vale du Brésil, se sont retirés du pays avec leurs prestataires de services. On a détruit de l'emploi. La seule compagnie minière qui existait dans notre pays, qui faisait de la transformation, est arrêtée depuis 1 an et demi. Notre compagnie de téléphone est en faillite depuis 1 an. On a plein de sociétés comme ça qui sont en train de fermer parce que c'est une gouvernance qui ne permet pas à ces sociétés d'évoluer, donc de créer de l'emploi, donc de créer de la richesse. Voilà les problèmes. Sidya Touré, vous avez autour de vous des personnalités, des personnes qui sont prêtes à gouverner le pays? Absolument. Absolument. Toute l'opposition, nous sommes constitués de gens qui ont travaillé dans l'administration, qui ont la capacité absolument de gouverner ce pays, y compris moi-même. Est-ce qu'il y a par exemple aujourd'hui un message que vous souhaitez passer à Condé,
le président Condé? Non, quand je lui passe des messages, puisque je dis on se rencontre, on discute, les messages sont clairs. Mais là, ça fait débat. Alors, voilà, je vais vous poser... Monsieur Touré, je vais vous poser autrement la question. Oui. Je vais vous poser la question autrement, parce qu'on l'a dû vous la poser 20 fois, peut-être voire plus. Oui. Qu'aimeriez-vous dire d'abord au président Condé? Et puis surtout, qu'attendez-vous? Quel geste attendez-vous de sa part? Réconciliation S'il vous écoute ce soir. Réconciliation nationale, terminer ce dialogue le plus rapidement possible dans les conditions les plus optimales pour que tout le monde puisse aller aux élections, vous comprenez? Et se mettre en place une gouvernance du pays qui soit à la hauteur des attentes des Guinéens, qui fasse qu'il y ait une meilleure orthodoxie financière, qu'il y ait un meilleur encouragement de l'investissement, qu'il y ait une plus grande ouverture et que, en fin de compte, les compagnies minières puissent commencer à travailler dans notre pays parce que dans d'autres secteurs, cela prendrait plus de temps. Les ressources n'existent pas. Je vous l'ai annoncé tantôt, le ministre du Budget vient d'annoncer que pour le premier trimestre 2013, nous allons avoir des moins-values de recettes de 30%. Sur la programmation 2013. C'est énorme pour un pays, c'est intenable. Si cela continue, nous allons terminer par la planche à billets d'ici la fin de l'année. Cela va relancer l'inflation et il y aura de réels problèmes avec les populations dans ce pays. Dites-moi, vous, la présidence, vous y pensez tous les jours, quotidiennement? Pas quotidiennement, mais je me dis que j'ai la capacité de réaliser ce genre de programme pour mon pays. Absolument, sinon je ne serais pas rentré en politique. Vous l'endossez parfois le statut de président? Je n'ai pas besoin de l'endosser. Pour le moment, je suis dans l'opposition, mais j'aimerais bien pouvoir servir mon pays dans ces fonctions-là parce que je pense que j'ai la capacité de le faire. J'ai un programme que j'ai exposé. J'ai une expérience que je peux faire valoir. J'ai occupé des fonctions de primature en Guinée. Tout le monde sait ce que j'y ai fait. La population vous suit? Beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux? Absolument. Allez, monsieur Touré, tout le monde, personne n'y échappe. On va passer aux 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Sidia Touré, que représente pour vous l'Afrique? En un mot. Un mot. L'espoir. L'Afrique, quelle priorité? Un mot toujours. L'agriculture. France, tiens l'agriculture, vous êtes le premier à le dire. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Le passé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? Ça tombe bien, vous êtes dans l'opposition. Du chemin à faire. Et enfin, un dernier mot pour toutes celles et ceux qui vous regardent ce soir dans Ça fait débat sur Télésud. Dernier mot, je dirais, il faut qu'en Guinée, nous puissions aller de l'avant. Et que nous ne soyons pas l'un des rares pays depuis l'indépendance de ce pays qui n'est pas connu de période d'enrichissement, de croissance pour permettre à nos populations d'accéder à un minimum. La politique c'est fait pour ça, pour que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et malheureusement, notre pays a loupé ce tournant et je souhaiterais que les Guinéens s'y concentrent. En nous enrichissant plus, je crois que nous ferons un peu moins de problèmes au niveau de tout ce qu'on appelle l'ethnicisme, le communautarisme. Travaillons à cela ensemble. Je crois que c'est cela qui pourra permettre à la Guinée de s'en sortir le plus rapidement possible. Sidia Touré, je le rappelle, c'était notre invité dans Ça fait débat. Il est le président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, et ancien Premier ministre de Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon vent. En tout cas, ici, on va suivre l'actualité, ici même dans Ça fait débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez le commenter, je vous le rappelle, dans la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.